C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canal M. Au sommaire, manque à gagner de 300 000 $ à Interling, le service d'écoute de nuit menacé. Campagne électorale provinciale autour du Parti libéral et du Parti québécois de répondre à nos questions. Et on sait que les questions ne sont pas... Pardon, il y a un petit problème. C'est moi qui me suis trompé avec mon ordinateur. Les femmes lesbiennes dans nos communautés pour en finir avec l'invisibilité. Et notre première chronique en toute fluidité, on parle d'écriture inclusive. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, une émission où l'arc-en-ciel brille pour tous, toutes et tous. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Bon, alors là, je ne vais pas me tromper avec mes pages d'ordinateur. Bonsoir, bonjour, selon que vous nous écoutez en direct ou vous nous écoutez en rediffusion, en balado-diffusion. Grosse émission aujourd'hui. On a appris qu'Interling, un de nos premiers organismes de soutien à nos communautés, manque d'argent et va devoir fermer son écoute de nuit en novembre si ça continue. On reçoit donc le directeur général Pascal Vaillancourt. On parle aussi de politique. On aime bien ça ici, parler de politique à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Mais dans le cadre de la campagne électorale, on reçoit Jennifer Macaroni, qui est la candidate et députée sortante de la circonscription de Westmount-Saint-Louis pour le Parti libéral et pour le Parti québécois, Phoebe Laplante, qui est, elle, candidate du Parti québécois dans Sainte-Marie-Saint-Jacques. Et puis, on reçoit Julie Antoine. Justement, on va parler avec la directrice du Réseau des lesbiennes du Québec de la très grande place, ou pas très grande place, qu'on donne aux femmes dans nos communautés. Et à la chronique en toute fluidité, on parle de l'écriture inclusive avec Marie-Claude Joannis. Alors, tout un menu, puis on commence tout de suite avec notre premier invité, Pascal Vaillancourt, qui est directeur général d'Interling, la ligne d'écoute des communautés de LGBTQIA+, au Québec. Je dois dire que c'est important parce que Interling est un des plus anciens organismes d'aide de soutien aux personnes de nos communautés. Il date, à l'époque, on l'appelait Gay Écoute, de 1980 quand même, 42 ans. Pascal, bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci de l'invitation. D'abord, quels pronoms et quels accords qu'on utilise avec toi? J'utilise le pronom « il », accord au masculin. D'accord. Alors, Pascal, on a vraiment appris en fin de semaine, en fait, vers la fin de la semaine dernière, que Interling pourrait devoir fermer, c'est pas clair, c'est pas une bonne nouvelle, fermer son aide de nuit à compter du 15 novembre parce qu'il lui manque 300 000 $. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est effectivement pas une bonne nouvelle parce qu'Interling, depuis, en fait, on est devenu Interling en 2017 lorsqu'on a changé de nom. Et depuis ces changements-là, changement de nom, changement de pratique, la croissance d'Interling est très fulgurante. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous appellent, les recours à nos services ont augmenté. Malheureusement, le financement qui a permis d'ouvrir le service 24/7 en 2016, c'est un financement temporaire qui est disparu finalement. Financement par projet, comme on connaît bien dans nos organisations, oui. Mais c'était un peu différent à l'époque parce que c'était Denis Coderre, lorsqu'il était maire de Montréal, qui avait fait un geste politique important parce qu'il y avait eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais des actes épouvantables à Orlando à l'époque. Et de là est né le service 24/7 parce que M. Coderre voulait faire un geste significatif pour soutenir nos communautés. Sauf que là, le contexte politique a changé et les choses ont changé. La Ville de Montréal nous a soutenus tant qu'elle pouvait avec les ressources financières qu'elle avait et les normes de financement qu'elle avait. Toutefois, le service de nuit, c'est pour nous le service directement lié à la mission d'Interling et pour nous, c'est une responsabilité du gouvernement du Québec de financer ce service-là. Donc, ils ne vous ont pas donné le montant d'argent que ça vous prendrait pour assurer ce service-là. Exactement, mais en fait, on a commencé à joindre le gouvernement du Québec il y a 1 an et demi parce qu'on savait que la Ville allait devoir bientôt se retirer. Et il y a 1 an et demi, on a réussi à avoir une rencontre avec le ministre Lionel Carman, avec sa conseillère politique également. On a eu quelques échanges après ça par courriel ou par texto pour voir qu'est-ce qui s'en vient parce qu'on nous avait annoncé un plan d'action en santé mentale, chose qui a été lancée par le gouvernement dans la dernière année. Et malheureusement, on a commencé à arrêter de nous répondre. On n'a plus eu de retour à nos réponses. Au début, on nous disait, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer. Et tout d'un coup, on n'a juste plus eu de réponse à nos messages. Et là, on en arrive avec la mauvaise nouvelle qu'en ce moment, manque de soutien, on doit fermer. Les conséquences sont graves, là. Les conséquences sont très graves. À l'heure actuelle, c'est plus de 10 000 recours au service qu'on a par année seulement la nuit. C'est une moyenne, évidemment.
Et la nuit, ce sont des appels beaucoup plus urgents. Ce sont des appels de détresse, d'idéation suicidaire, de victimes d'agressions sexuelles. Ce sont des appels beaucoup plus intenses qui nécessitent d'avoir des professionnels formés en intervention de crise. Donc, vous lancez un appel à l'aide. On est en pleine campagne électorale. Avez-vous espoir que ça va peut-être faire plus bouger les choses à ce moment-ci? Oui, mais on est sorti dans le temps de la campagne électorale dans l'espoir de réussir à aller chercher avec le gouvernement actuel une promesse peut-être ou un message d'appui au moins à Interligne et aux communautés LGBTQ+. Pour le moment, on n'en a pas eu. On a eu le soutien de certains partis d'opposition là, ou de candidats plutôt, je m'excuse, dans la période électorale, mais on n'a pas encore eu un message du gouvernement actuel. Là. Donc, on espère être capable d'avoir ça bientôt. En tout cas, votre communiqué de presse, il est clair. Ça dit, je cite, « Pendant que le gouvernement dort, Interligne sauve des vies ». Fait que c'est clair que le message est vraiment important. Donc, jusqu'au 15 novembre. Jusqu'au 15 novembre. Après ça, on va devoir fermer parce que le financement, c'est le nerf de la guerre. Là. Les groupes LGBT, je pense que quand même au courant de ça, mais il y a un écart significatif dans le financement de ces groupes-là par rapport aux autres. Parce qu'on est né dans les années 80, tout comme le reste du milieu communautaire, mais à l'époque, on ne nous donnait pas d'argent parce qu'on venait en aide à des gays et des lesbiennes et le contexte social n'était pas ouvert. Donc, on espère que le gouvernement corrigera le tir sur ce sujet-là. Pascal Vaillancourt, directeur général d'Interligne, merci d'être passé à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci beaucoup. Jennifer Macaroni est députée sortante et candidate pour le Parti libéral dans la circonscription de Westmount-Saint-Louis. Bienvenue à l'émission, Madame Macaroni. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, comme on le demande à chacune des personnes qui participent à l'émission, on va vous demander quels pronoms et quels accords utilisez-vous? Moi, j'utilise elle et elle. Les accords féminins. Ben, je vais vous présenter pourquoi vous êtes à l'émission, parce que dans l'opposition, vous avez été, entre autres, porte-parole en matière de diversité et d'inclusion et porte-parole pour la communauté de LGBTQIA+. Quand même quelque chose, là. Alors, oui, dites-moi, on a donc un premier bilan à faire du gouvernement de la CAQ comme gouvernement. Alors, quel bilan vous faites de ce gouvernement-là sur les questions, justement, qui touchent nos communautés? Ben, je dirais que j'ai deux choses à dire. Un, évidemment, une grande déception que le gouvernement de la CAQ a refusé de reconnaître le racisme systémique, ce que tout le monde reconnaît. Évidemment, il y avait un mauvais financement des organismes communautaires, puis ça, on l'a vu surtout, l'impact sur notre communauté LGBTQ2 en ce qui concerne COVID-19, parce que c'était très, très, très difficile pour nous. Mais d'une bonne œil, je peux dire que après beaucoup de travail de ma part, j'ai déposé le projet de loi 599, qui était le projet de loi qui souhaitait l'abolition des pratiques de conversion. Le gouvernement l'a repris et ils ont déposé leur propre projet de loi, le projet de loi 70, qui était adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Alors, on peut se dire que le meilleur compliment, c'est quand les gens répliquent votre travail. Alors, je suis contente de ceci. Mais aussi, c'est un sucré salé un peu avec le projet de loi 2 parce qu'au début, le dépôt du projet de loi 2, comme tout le monde le sait, il y avait quand même beaucoup d'articles discriminatoires. Envers les personnes trans, entre autres, oui. Oui. Tout à fait. Mais il y avait un recul important. Ça, c'était grâce au travail de la communauté et des oppositions. Mais je dirais que moi, je pense que la communauté LGBTQ2 ont perdu confiance dans le gouvernement de la CAQ parce qu'ils sont déconnectés de la réalité. Ah oui, le projet de loi 2 avait fait tout un tollé. D'ailleurs, le ministre Jolin Barrette a dû reculer et changer certains aspects de ce projet de loi. Justement sur... Mais ça a pris du temps. Oui, ça a pris du temps. Ça a pris du temps, et entre-temps, la communauté souffrait. C'était vraiment un manque de responsabilité gouvernementale de leur part. Ils auront dû pas poursuivre de cette façon. Et il y avait les moyens aussi de corriger le tir avant qu'on avait commencé le débat, ce que le gouvernement n'a pas fait.
Alors, si le Parti libéral forme le prochain gouvernement le 3 octobre prochain, qu'est-ce que vous proposez à nos communautés cette fois-ci? Bien, c'est sûr, je pense que ce qui est important, c'est la protection des minorités. Je pense que c'est ça qui nous interpelle, c'est de promouvoir les droits de la communauté LGBTQ2+, de poursuivre les efforts de sensibilisation auprès de la population et aussi de soutenir les initiatives des organismes qui œuvrent sur le terrain. Quand on dit ça, c'est parce que nous savons tous que les membres de notre communauté souffrent de différentes discriminations, notamment en logement, services publics, accès à l'emploi, manque de connaissances dans le réseau de santé, et le taux de suicide et de dépression est beaucoup plus élevé que la moyenne. Alors, ça va être important. Nous, on a pris les engagements de bonifier d'une façon très importante le financement des organismes communautaires pour Oui, qu'eux, ils peuvent puis il y en a un prévoir. oui, puis il y en a un qui a un gros problème présentement, c'est Interling. On vient de passer une entrevue avec son directeur général, et puis on parle de 300 000 $ qui manquent, là. Ces 300 000 Oui, c'est non, pas tout à beaucoup fait. d'argent pour un gouvernement. Là, j'imagine que peu importe ce qui se passe le 3 octobre, vous allez vous battre pour ça. 100%, puis ça faisait partie au crédit budgétaire face à Simon-Jolin Barrette, qui était à l'époque le ministre de la Justice, pour poser ces questions directement, non seulement pour des groupes comme Interling, mais autres comme la coalition des familles LGBT, puis comment que nous allons investir dans la recherche pour que des organismes communautaires peuvent continuer à faire la sensibilisation auprès des autres organismes, auprès de nos écoles. C'est très important. Alors ça, c'est des facettes qui sont très importantes dans notre plateforme électorale. Nous avons aussi pris l'engagement de poursuivre les travaux dans la réforme du droit de la famille en ce qui concerne la gestation pour autrui, Oui. parce que malheureusement, après le dépôt du projet de loi 2, à la fin de la session parlementaire, malheureusement, on n'a pas eu assez de temps pour en débattre de tous les sujets qui sont importants pour les membres de notre communauté. Alors, le projet de loi a été scindé. Fait que ça, c'est important, mais je dirais qu'on pourrait en parler longtemps de ça, mais il y a aussi des enjeux, des propositions que nous avons en ce qui concerne l'investissement important dans la santé mentale, parce que nous savons, je l'ai mentionné, le taux de suicide est beaucoup plus élevé pour les membres de notre communauté. Puis nous, ce qu'on propose, c'est un accès universel à des soins de santé mentale, que ce soit psychologue, psychiatre, etc., pour toute la population. Fait que ça, c'est très important. Vous avez mentionné, puis j'aimerais juste qu'on y revienne un petit peu, la gestation pour autrui. Oui. Là, on parle des mères porteuses. C'est toujours pas quelque chose qui peut être fait au Canada, mais encore moins au Québec. Est-ce que ça, c'est quelque chose pour laquelle vous allez vous battre? Oui, mais ça peut être fait au Canada, mais pas au Québec. Il y a des provinces où c'est légal, mais au Québec, ce n'est pas légal. C'est vrai, vous me reprenez, vous avez raison. Oui, c'est vrai. Oui. Alors, ça amène beaucoup de difficultés pour les membres de la communauté. Et je dirais que pour toute la population, parce que c'est pas seulement les membres de la communauté LGBT qui souhaitent avoir accès à un programme de gestation pour autrui, je dirais des femmes porteuses ou des personnes porteuses. Je dis pas mères porteuses parce que je pense qu'il y a un lien à faire qui est important. C'est une personne qui va porter un enfant pour un couple. Qui est désigné d'être les parents d'intention. Oui. Mais c'est difficile pour les membres de la communauté. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller en Ontario. Et ils vont avoir où ils vont poursuivre quand même sans avoir quelque chose qui est régi. Puis ce qu'on souhaite faire, c'est de protéger tous les parties prenantes, incluant la personne qui va porter l'enfant et les parents d'intention. Fait qu'il y a quand même un débat essentiel à faire en ce qui concerne la poursuite de la réforme du droit de la famille. Pluriparentalité aussi. Oui. Ça aussi, je me suis engagée de faire le débat de ça aussi. D'accord. Bon, là, je ne veux pas être porteur de mauvaises nouvelles, mais présentement, les sondages ne sont pas favorables au Parti libéral. Ça se peut que vous vous retrouviez à nouveau dans l'opposition. C'est pas évident de travailler dans l'opposition. Comment vous allez faire pour faire avancer ces dossiers LGBT quand on sait que c'est pas toujours des questions très populaires non plus? Oui. Bien, je vais être honnête avec vous. J'ai terminé un premier mandat à l'opposition comme membre de l'opposition officielle, puis c'était tellement une belle école. Puis je pense que ça dépend de le ou la députée.
Moi, j'ai travaillé très fort à développer des liens avec les membres du gouvernement. J'ai beaucoup de respect pour le gouvernement qui est élu parce que il faut suivre ce qui souhaite la population. Alors, je pense que c'est une question de continuer un dialogue qui est sain, de bâtir des ponts, faciliter l'accès pour les membres de la communauté, porter leur voix. Il y a un pouvoir à être à l'opposition, surtout l'opposition officielle, parce que l'Assemblée nationale ne veut pas, c'est des lois et le temps. Le plus de temps que nous avons comme membres de l'opposition officielle, le plus de temps que nous pouvons porter la voix des membres de la communauté, quand nous faisions des débats au Parlement, en commission parlementaire, ou bien de porter la voix de la communauté en déposant des amendements, etc. Mais ça passe avec une bonne relation avec les partis gouvernementales et aussi la sensibilisation. J'ai demandé d'avoir LGBTQ2 dans mon titre. Quand j'étais élue, pourquoi? Parce que je trouvais que c'était important de démontrer à la population qu'ils n'étaient pas seuls, puis qu'il y avait d'autres membres à l'Assemblée nationale qui faisaient partie de la communauté. Ça, c'est important. La visibilité est encore là. Alors, si j'ai de la chance d'être élue, je vais poursuivre dans le mandat de cette façon. Madame Macaroni, justement, vous m'amenez sur une question très personnelle. Pourquoi les questions moi je dis de LGBTQIA+, pourquoi ces questions-là vous interpellent? Ça m'interpelle évidemment parce que je suis membre de la communauté. Moi, je suis en relation de couple avec une femme avec qui je suis pleinement en amour et je suis fière de ceci. J'avais déjà fait un coming out, si vous voulez, dans ma vie personnelle, mais j'ai fait un coming out politique parce que je trouvais que c'était important de sensibiliser la population qu'il y a des élus qui font partie de la représentation de la population, que ce soit LGBT ou autre. Je voulais aussi démontrer à les jeunes, des jeunes comme les miens ou autres jeunes qui vont prendre la relève prochainement, de pas avoir peur, de partager qui vous êtes, d'être fiers de qui vous êtes. Fait que pour moi, c'est un chemin qui est très personnel. Je suis fière de qui je suis fière de faire partie de la communauté et je pense que pour sensibiliser la population, il faut porter une voix positive et pour continuer à mener ce débat sur la place publique. Alors, c'est pour ça que pour moi, c'est très personnel. À un moment donné, je vais être plus âgée, puis je veux pas vivre ce que vivent plusieurs de nos aînés, un deuxième coming out rendu au moment où on doit avoir accès à, mettons, un CHSLD ou un RPA et nous avons un gène. Ça va être une question. C'est le moment d'attaquer ça aujourd'hui. Ça va être une question, d'ailleurs, sur laquelle on va beaucoup travailler ici à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Jennifer Macaroni, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Il y a une chronique dans Fugue cette semaine, en fait, qu'on voit tous les mois qui s'intitule « Où sont les lesbiennes ?» Ben, c'est pas toujours une blague. Les lesbiennes sont trop souvent absentes dans nos communautés, pour ne pas dire occultées, notamment lors d'événements d'importance, comme le festival Fierté Montréal. Julie-Antoine est directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec. Julie-Antoine, quel pronom et quel accord on utilise avec toi? Pronom féminin, elle. Parfait. Julie, le RLQ a publié un communiqué de presse après la Fierté, remettant en question certaines décisions de programmation de Fierté Montréal. Donnez-nous un exemple de ce que vous dénoncez dans ce communiqué. En fait, Fierté Montréal, cette année, pour la 15e édition, avait 2 scènes spéciales à l'esplanade du stade olympique. Donc, il y avait une scène principale que tout le monde savait où était, la principale. Mais il y en avait une deuxième qui était cachée un petit peu plus loin, que pas grand monde savait qu'elle existait. Et en fait, les femmes, plusieurs femmes ont été mises sur cette scène, notamment des grands noms, hein. Denis Martin, Ariane Moffat, Calamine, Sarah May, Laura Nicoué, qui ont été mis sur cette scène-là en arrière. Oui, parce à l'esplanade, il y avait 2 scènes. Hein? Il y avait la scène principale, puis il y avait la scène qu'on appelle la scène casino. Donc, vous parlez de la scène casino. Et en fait, moi, personnellement, je dois dire, j'ai jamais trouvé cette scène-là quand j'étais sur l'esplanade. Ben oui, ça a été vraiment une péripétie compliquée à nous-mêmes trouver, nous qui étions au courant. On était au courant qu'il allait y avoir cette performance-là des femmes. Donc, on cherchait ardemment cette scène et ça a été très compliqué, en fait,
il n'y avait aucune pancarte, aucun indicateur pour nous dire que il y avait cette scène-là avec ces représentations-là. Puis plusieurs personnes à qui on a parlé recherchaient ces artistes-là. Ouais, ben, je faisais partie de ces gens-là. Je veux dire, et je suis arrivé nez à nez avec Nathalie Di Palma, qui travaille chez vous aussi, et qui m'a dit exactement la même chose. Allô? Oui, vous m'entendez toujours? Oh, est-ce qu'on a un petit problème de son? Julie, êtes-vous toujours là? On va aller à la musique. Alors, c'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève. On a un petit pépin technique. On a perdu la communication avec Julie-Antoine. Ça, c'est les péripéties de travailler depuis qu'on travaille dans les conditions de pandémie. On s'est retrouvés à faire des entrevues au téléphone ou par Zoom. Est-ce que vous êtes toujours là, Julie? Non, toujours pas. Alors, ce dont on parlait, c'est que le Réseau des lesbiennes du Québec a publié un communiqué de presse dans lequel on remettait en question certaines décisions de programmation de Fierté Montréal. Je pense que Julie est là. Non, toujours pas. Notamment sur le fait que les spectacles de femmes avaient été présentés sur une scène qu'on avait de la difficulté à trouver sur l'esplanade, alors que la scène principale était plus facile à trouver. Alors, des grands noms, dont Ariane Moffat, on a eu de la difficulté à les trouver. Alors, on vient de me dire que Julie est de retour. Alors, désolé, Julie, on a des problèmes de communication, je pense, depuis la pandémie. Tout est compliqué. Alors, on parlait justement de ce spectacle et puis de la difficulté de retrouver donc la scène où se déroulait ce spectacle. Est-ce que c'est le seul problème? Vous en avez vu d'autres et vous en avez d'autres aussi à d'autres fiertés? En fait, c'est ça. C'est un problème récurrent. Tu sais, on sort pas des communiqués comme on se lève un matin puis qu'on a envie de changer de pantalon. Là. C'est vraiment en lien avec des problématiques qui sont récurrentes. Puis on voulait les nommer parce que certes, il y a eu la place des femmes, mais la place des femmes aussi dans l'espace public, ce qu'on leur donne comme espace, cette prise de parole, cette prise de pouvoir dans la société. Et il y a aussi plusieurs autres événements qui ont été constatés en parallèle également. Donc, ça a été comme un amas et surtout le problème le plus important, c'est que c'était une nouvelle administration qui était pleine de bonne volonté et on a pu discuter avec eux, on a pu parler et tout. Et puis finalement, on s'est rendu compte que malheureusement, les femmes n'étaient pas la priorité dans les communautés LGBT. Puis c'est pas juste une question de Fierté Montréal ou des groupes communautaires. Là. C'est vraiment comme récurrent comme problématique. Ben justement, je vais voir après avec vous là, d'autres exemples où les femmes sont occultées dans nos communautés. Il y a la marche des femmes. Est-ce qu'on en a parlé? Est-ce qu'on en a vu assez cette année? Puis les marches des femmes, il n'y en a pas juste, il y en a seulement qu'à Montréal quand il y en a. La L-Marche, elle a été coordonnée par le RLQ pendant plusieurs années. Puis à un moment, on s'est dit, pourquoi faire une marche dans un contexte qui était géré par Fierté Montréal? Donc, on voulait de l'autonomie par rapport à cette marche. Il ne faut pas oublier que le Réseau des lesbiennes du Québec est un organisme en défense collective des droits. Donc, on a un besoin de communiquer des enjeux politiques en lien avec les marches. La marche, les défilés, ce sont pour nommer des enjeux, réclamer des besoins, réclamer des droits. Donc, pour montrer justement à la société que nous sommes là. C'est une manifestation. C'est ça le centre. C'est pour manifester un désaccord ou une position politique face à des enjeux. Mais ça doit aller plus loin. Oui, c'est ça. On ne voulait pas l'institutionnaliser. On voulait vraiment la garder libre et telle que notre communauté la demandait. Donc, on attendait justement le moment opportun pour la remettre de l'avant. Elle n'existe pas plus, mais elle est toujours présente et elle le sera le moment venu, où il y aura vraiment des enjeux à revendiquer plus clairement. Mais je pense qu'on est rendu à un autre stade que dire le moment est venu de donner de la visibilité aux femmes des communautés LGBTQ2S+. Mais Julie, je pense que j'aimerais qu'est-ce qu'on peut faire? Il me semble qu'il devrait y avoir des solutions. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des choses que des gens comme moi pouvons faire? Comment on pourrait assurer que les femmes de nos communautés ne soient pas occultées comme elles le sont présentement? Je pense que c'est avoir une attention particulière aux besoins des femmes, puis
au pouvoir qu'on a, pas sur elle, je veux pas dire ça comme ça, mais au pouvoir qu'on a dans les relations sociales selon l'éducation qu'on a eue. Donc, prendre conscience de la personne qu'on est et comment on rentre en relation avec les autres. Et déjà, peut-être juste ce questionnement-là sur soi va faire que les rapports peuvent avoir une symbolique plus égalitaire dans les discussions. Souvent, on voit que dans les communautés, beaucoup d'hommes prennent la parole. Mais c'est pas une question de « Ah, c'est des hommes ». Non, non, c'est une question d'éducation. La société donne la parole aux hommes. De plus en plus, les femmes prennent la parole et c'est important de leur donner de l'empowerment dans cette prise de parole et ne pas les couper ou ne pas intercepter leurs paroles ou les dériver. C'est important. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Il tombe, on ne va pas le dévaloriser, on va le laisser apprendre et évoluer. Ben, c'est pareil, les femmes, pendant des années, ont été élevées dans une sphère privée. Elles commencent à revendiquer leur espace dans l'espace public. C'est pas le moment de leur couper l'herbe sous le pied en leur disant c'est pas ta place ici, on va te mettre en arrière, tu sais. Mais il y a eu quand même des bons coups là, de Fierté Montréal. Tu sais, je veux pas dire que c'est tout noir ou tout blanc là. Il y a eu les Drag Kings ont été mis de l'avant pour une des premières fois. Là, Rock Bière et Harvey Metal ont fait une super belle performance pendant le spectacle de Calamine Ariane Moffat. Donc c'est ça, c'est donner cet espace. Pourquoi ne pas diviser justement ces performances féminines et pour plusieurs jours consécutifs à la place de tous la même soirée le soir de Féminix. Oui, j'ai entendu dire comme ça, par hasard, qu'il est fort possible qu'il n'y ait plus de thématique dans les prochains spectacles de Fierté Montréal à suivre. Julie Antoine, directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec, qui nous rejoignait du fond de son placard parce que je sais que vous êtes chez vous à cause de petits problèmes de gastro chez les enfants puis qui doit se cacher dans un placard. C'est pour ça que là, on a perdu la ligne tantôt. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Denis Martin. C'est toujours un plaisir. Alors, c'était déjà la première demi-heure de notre émission, notre deuxième émission de la saison de l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Dans la deuxième demi-heure, nous allons recevoir Phébie Lapointe, qui est porte-parole, en fait, qui est candidate pour le Parti québécois dans Sainte-Marie-Saint-Jacques. Et nous avons aussi notre chronique en toute fluidité avec Marie-Claude Joannis. À tout à l'heure. Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heureciel@outlook.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule, @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram, @dmchabotauteur. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem. On est de retour, donc, deuxième demi-heure de notre émission. On reçoit Phébie Laplante. J'ai dit Lapointe tantôt, je ne sais pas pourquoi. Candidate péquiste dans la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Et on aura aussi notre chronique en toute fluidité. On va parler d'écriture inclusive avec Marie-Claude Joannis. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Bien, on revient à notre couverture électorale. On reçoit Phébie Laplante, qui est candidate péquiste dans la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Bienvenue à l'émission, Phébie. Bien, merci beaucoup. Alors, je pose la question à tout le monde de la même façon. Quel pronom et quel accord utilisez-vous?
Bien sûr, j'utilise le elle, Le entre elle autres. et les accords féminins, donc. Les accords féminins. Alors, vous vous présentez dans une circonscription où se trouve le village, le quartier inclusif, comme dit la SDC, là où on retrouve donc plusieurs personnes qui font partie de nos communautés. Quelles sont, d'après vous, les questions de l'heure qui touchent nos communautés? Alors, c'est sûr, il y a toute la question de la précarité auprès des personnes de la communauté LGBTQ+. On peut parler de l'accessibilité au logement, on peut parler aussi de l'accessibilité à l'emploi. C'est très difficile. Il y a beaucoup de personnes qui vivent même en bas de 20 000 $ par année. Et clairement, je pense que c'est en donnant le plus possible de moyens auprès de ces communautés-là qu'on va pouvoir les sortir un peu du trou. Parce que vous nous amenez d'abord une question qui touche tout le monde, et en particulier nos communautés, le pouvoir d'achat, la pauvreté. Et dans cette circonscription, c'est quand même quelque chose d'important. Quel bilan, Phoebe, dressez-vous du gouvernement de la CAQ après son premier mandat, justement sur ces questions-là, les questions qui touchent nos communautés? Mais ce que je peux remarquer de la part de la coalition Avenir Québec, c'est qu'ils ne consultent pas les communautés marginalisées, ils ne consultent pas les intervenants qui sont sur le terrain, ils ne concernent qu'eux-mêmes. On peut prendre l'exemple de la loi 2 qui a fait rage auprès de la communauté dans la dernière année. Oui, le projet de loi 2 redéfinissait un peu comment on pouvait changer de nom, par exemple, ou changer d'identité de genre sur nos cartes d'identité, mais il y avait comme un prérequis, si je ne me trompe pas, qu'il fallait avoir eu une chirurgie pour pouvoir changer le genre. En effet, en fait, depuis 2013, c'est un gouvernement du Parti québécois, sous Pauline Marois, qui a autorisé, entre autres, la possibilité de pouvoir changer de nom et de genre à l'état civil sans nécessiter une chirurgie ou un traitement médical. Or, la CAQ, en voulant introduire aussi la mention de genre, a reculé par rapport à cette loi-là qui était accordée en 2013. Donc, ils voulaient absolument obliger les personnes transgenres à subir une opération ou même un traitement chirurgical pour changer leur mention de sexe. Et c'est pour cette raison que la communauté a été, entre autres, bien atteinte, puis a protesté. Et là, c'est allé à la Cour supérieure du Québec, et là, il y a un juge, justement, qui a déclaré que cette loi était inacceptable, qui était discriminatoire entre autres pour les personnes transgenres. Et donc, le gouvernement a décidé de reculer. Mais c'est grâce aux communautés qu'on a pu améliorer ça. Mais le problème, c'est qu'on n'est toujours pas à l'abri d'un nouveau recul dans le futur. Un peu plus tôt, je parlais à Jennifer Macaroni du Parti libéral qui disait « Nos communautés ont perdu confiance dans ce gouvernement ». Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, ben c'est sûr que quand on ne concerne pas les gens, puis les personnes de la communauté, c'est sûr qu'on perd confiance. On a peur d'un nouveau recul, on a peur que le gouvernement aille jouer dans les plates-bandes des gens, même, je dirais, regarder ce qu'il y a dans les pantalons des autres. Donc, clairement, je pense qu'il faut regagner la confiance de la population et ça passe bien sûr par des consultations et par la mise en application dans la loi des recommandations des communautés, entre autres. On a appris la semaine dernière, puis on en a parlé en début d'émission, que l'organisme communautaire Interligne, qui est là depuis plus de 40 ans, qui est une ligne d'écoute, une ligne d'aide pour les personnes de nos communautés, a de la difficulté à un financement. Il lui manque 300 000 $ dans son financement. Il va devoir cesser de prendre des appels la nuit parce qu'il manque d'argent. Comment vous réagissez à ça? Ben, je fais le même constat de la plupart des organismes communautaires. Je pense que actuellement, le gouvernement du Québec n'est pas capable de financer suffisamment les groupes communautaires, contrairement au fédéral. Le fédéral a un plus grand jeu pour le financement, entre autres, puis le gouvernement du Québec n'est pas en mesure de financer suffisamment. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est sûr, on a une proposition pour les groupes communautaires, c'est de mettre le budget à 460 millions de dollars pour la totalité des groupes communautaires. Donc, ça concerne, entre autres, le nombre d'intervenants qui vont être sur le terrain. Ça concerne aussi les différents projets qui pourront être mis en application. Donc, clairement, il faut donner du jus aux communautés pour qu'ils puissent suffisamment intervenir sur le terrain parce qu'ils sont les meilleurs agents pour se préoccuper de leur communauté.
Mon Dieu, que je fais face à une politicienne qui sait comment dire les choses. Vous avez déjà anticipé ma prochaine question, mais on va quand même la poser au cas qu'il y aurait autre chose. Alors, qu'est-ce que le Parti québécois, autrement, en plus de ces 460 millions de dollars, propose-t-il à nos communautés dans le cadre de cette présente campagne? Bien sûr, toute la question du plan de lutte contre l'homophobie et la transphobie doit être renouvelée éventuellement. Nous, ce qu'on veut, c'est d'augmenter la sensibilisation des intervenants auprès des institutions administratives et auprès même de tous les hôpitaux et puis les centres pour aînés, entre autres. Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'il y a une très grande discrimination qui est vécue par les aînés et Oui. il y en a certains qui doivent même retourner dans le garde-robe. Donc, justement, pour éviter qu'ils doivent y retourner, ben c'est clair qu'il faut, il faut être en mesure de pouvoir donner le maximum d'outils pour les intervenants afin qu'ils puissent prévenir l'homophobie et la transphobie qui est vécue dans les centres pour aînés. Pourquoi les personnes de nos communautés devraient faire confiance au Parti québécois? Ben, le Parti québécois a toujours été à la défense de la communauté LGBTQ+, au niveau de son historique. On peut penser, bien sûr, en 1977, où on avait amendé la Charte québécoise des droits et libertés pour interdire la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. On peut penser à 1999, où on a changé la définition de conjoint de fait pour y introduire les couples de même sexe. On peut penser en 2002, où on a rendu l'union civile accessible pour les couples de même sexe. Et même 2013, comme on le disait tout à l'heure, bien sûr, où on a pu autoriser les personnes transgenres à changer leur état civil, donc leur mention de sexe et leur mention de nom, sans nécessairement subir une intervention chirurgicale ou un traitement hormonal. Donc, on pourrait dire en bon franglais, ils ont le record derrière eux autres. Ben exactement, on a une historique pour la communauté, donc clairement, on va continuer à essayer d'intervenir au maximum pour la communauté. Avec tout l'historique, tout ce qu'on a pu faire, c'est clair qu'il faut venir en aide à notre communauté. Moi, j'ai la question plate à poser. Je l'ai posée à d'autres candidates, alors je vous la pose. Bon, les sondages présentement là, mettent la CAQ des années-lumière devant tout le monde. Bon, c'est sûr qu'on est à mi-campagne, qu'il y a un débat, mais bon, présentement, ça ne regarde pas très bien pour les partis d'opposition. Qu'est-ce qu'un parti d'opposition peut faire pour faire avancer ces questions-là lorsqu'il n'est pas au pouvoir, là? Ben, écoutez, c'est sûr que même si on n'est pas au pouvoir, je pense qu'il est du devoir d'un député ou d'une députée de faire avancer les dossiers dans une circonscription. C'est pas parce que tu ne fais pas partie du gouvernement que nécessairement tu dois être point lié puis tu peux juste chialer sur ce qui se passe autour de toi. Je pense que tu as même la responsabilité de pouvoir rentrer en relation avec le gouvernement, de pouvoir essayer d'échanger, de négocier. Puis ça, c'est la même chose pour n'importe quel sujet, que ce soit pour le français, que ce soit pour obtenir des logements sociaux à Sainte-Marie-Saint-Jacques. Clairement, il faut que le ou la députée puisse porter la voix de sa population vers l'Assemblée nationale, puis arriver à trouver une entente avec les différents ministères. Peu importe qu'on soit du gouvernement ou pas. Il Exactement. me reste une petite minute, puis j'aimerais ça terminer là-dessus. Phoebe, pourquoi les questions de LGBTQIA+, vous intéressent, vous, personnellement? Eh bien, parce que je suis une femme transgenre, parce que je me suis découverte en 2019, entre autres, où j'ai décidé d'être moi-même, où j'ai décidé de m'affranchir d'un corps qui ne m'allait pas, dans lequel je me sentais prisonnière. Et je vais même faire un parallèle entre ce que je suis devenu, puis aussi le projet le plus important du Parti québécois, c'est-à-dire le projet d'indépendance du Québec. Je pense que l'indépendance passe d'abord et avant tout par un amour qu'on porte à soi-même. Et c'est autant la même chose pour son propre corps, pour sa propre vie, quand on vit d'une manière individuelle, que lorsqu'on pense à un projet qui est collectif. Donc, clairement, en devenant moi-même, j'ai pu m'affirmer en tant qu'indépendantiste et à vouloir contribuer à une cause qui est supérieure à tout ce qu'on peut être comme nation, puis sur le plan individuel aussi.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était Phoebe Laplante, candidate pour le Parti québécois dans la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Se retrouver au-dedans de soi, se faire violence, se matraquer, se retrouver, enfin coller, se faire plaisir, se découvrir, se reconnaître, se reconstruire. De nos corps emblématiques, faire fendre les lignes interdites. Comme l'eau qui coule de source, on ne se demande pas qui on est. Quand on est qui on est, on devient ce qu'on est. Fermé, on se retrouve à jouer la fine ligne sous les regards intrigués, les corps fiers en fluidité domine. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. On vient d'entendre Fille, garçon de Sainte-Croix, puis cette chanson va bien avec notre chronique en toute fluidité, puisqu'on va parler d'écriture inclusive. Marie-Claude Joannis est travailleuse sociale, elle est aussi artiste, elle est à Kamouraska, mais je pense qu'on la rejoint à Trois-Pistoles aujourd'hui. Marie-Claude, bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. C'est un grand plaisir, Denis Martin. Alors, Marie-Claude, comme je pose à chaque personne qui passe à l'émission, quel pronom et quel accord utilises-tu? Alors, moi, j'aime le pronom « elle » et les accords féminins. Marie-Claude, la langue française, c'est une langue très binaire, et on pourrait même dire sexiste par moment. D'abord, on a un genre pour tout dans notre langage. Le réfrigérateur, la cuisinière électrique. Puis, on a, en fait, tout n'a pas nécessairement de genre dans la vie, et même des fois, le genre qu'on lui attribue, c'est pas tout à fait le bon. Non, c'est très particulier, comment on a attribué un sexe aux objets. Là. Des fois, c'est très douteux. Il y a aussi la fameuse règle là, en langue française là, qui fait sourciller bien des gens, bien des féministes. C'est la règle qui dit que le masculin l'emporte sur le féminin. Quelle horreur! Oui, c'est une règle qui date de l'Office de la langue française, qui date du 17e siècle. Alors, c'est vieux, on est dû pour d'autres choses. Ben justement, il y a un livre qui s'intitule « Apprendre à nous écrire », qui est un guide sur l'écriture inclusive. Inclusive, oui. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui disent l'écriture épicène. Hein? On va démêler un petit peu qu'est-ce que c'est. Allons-y. Oui. Alors, l'écriture inclusive, dans le fond, là, elle comprend 3 aspects différents, dont il y a l'écriture épicène, il y a la féminisation, puis il y a aussi l'écriture non-binaire. Ça qu'on va se démêler un petit peu là-dedans ensemble. D'accord. L'objectif de tout ça, là, dans le fond, là, c'est d'avoir vraiment une rédaction qui ne sera pas discriminatoire, qui va être inclusive pour tout le monde. Donc, c'est de jouer avec notre belle langue pour arriver à faire en sorte que vraiment on inclut tout le monde. Oups, vous êtes encore là? Oui, je suis là. Je bouge pas de mon 3 pistoles. D'accord, ça, j'avais comme eu une petite pause. Alors, donc, ça, c'est l'écriture épicène, mais il y a plusieurs donc, façons d'écrire. Inclusive. Tu vois comment c'est mêlant, c'est bien correct. Les gens appellent beaucoup l'écriture inclusive l'écriture épicène. L'écriture épicène, là, c'est un des aspects. Ensuite, l'écriture épicène, là, c'est une écriture qu'on va utiliser qui va être neutre. Alors, c'est comme une façon un peu de contourner la langue pour ne pas utiliser le féminin et le masculin. Un peu ce que je fais parfois quand je présente des choses parce que le temps parfois me manque, fait qu'il faut que je trouve une façon d'éviter de faire
un peu ce que faisait André Boisclair dans le temps. Vous vous rappelez, tout le monde, André Boisclair disait les Québécois, les Québécoises, Exact. Ouais, Alors, on va dire le peuple québécois, par exemple. tout à Alors là, fait. on n'est pas ni féminin ni masculin. Comme toi, ton émission de radio, tu peux dire cher auditoire. Oui. Alors là, tu inclus tout le monde. OK? Ouais. Donc, ça, c'est vraiment un des aspects qu'on va utiliser. Puis, on va utiliser aussi là, la syntaxe pour vraiment utiliser un langage qui va inclure tout le monde. Alors, ça, c'est une des façons, mais malheureusement, on ne peut pas toujours utiliser seulement l'écriture épistène. Non. Ça va très bien pour parler de groupe, mais quand on tombe dans des individus, là, malheureusement, il faut utiliser d'autres stratégies. Oui, puis là, on va tout de suite entrer là-dedans parce que c'est important, la féminisation. Alors, vous savez que nos amis français sont horrifiés de savoir qu'à Montréal, nous avons une mairesse parce que pour eux, c'est l'épouse du maire. Ah ouais, tout à fait. Alors, au Québec, c'est intéressant tantôt de parler justement de la place des femmes là, dans la communauté LGBTQIA+. Donc, la féminisation, là, donc je vous ai parlé tantôt de la règle là, qui dit du 17e siècle, qui dit que le masculin l'emporte sur le féminin. Donc, évidemment, il y a beaucoup de mots dans notre langue qui vont être masculins. Donc, l'idée, c'est de modifier un peu cette façon de faire-là. Pour, entre autres, on va utiliser les doublets tronqués. OK, ça, c'est le terme savant là, pour dire les fameux petits points là, qu'on voit apparaître de plus en plus. OK, donc, si vous êtes inscrit, on va mettre point, on va mettre E pour faire inscrite E, puis on va mettre un autre point, puis on va mettre S. OK, donc, ça va dans la langue écrite, pas dans la langue parlée. Exactement, c'est beaucoup plus difficile dans la langue parlée. Donc, on va l'utiliser à l'écrit. Il y a aussi, donc, ça, ces fameux points-là là, pour les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Donc, ça peut être des traits d'union, ça peut être des parenthèses, ça peut être des barres obliques, des crochets. Il y en a qui vont le mettre en majuscule aussi. Tout ça fonctionne. OK? Donc, c'est libre. On peut l'utiliser comme on veut. Dans le livre, il nous suggère d'utiliser le point parce que c'est plus facile, le point de ponctuation. Okay? Ouais. Puis je pense que quand on met entre parenthèses, c'est comme si c'était un petit peu, on les met un petit peu à part de côté, puis c'est gênant. Au moins, c'est plus ça semble plus inclusif, à mon avis, le petit point. Il y a des avantages et des inconvénients à chacun, donc c'est libre, mais dans le livre, il nous recommande le point. Mm-hmm. Donc, aussi, ce qu'on peut utiliser, c'est, il y a de plus en plus des néologismes. Donc, ça, c'est un mot savant, juste pour dire qu'on a inventé des nouveaux mots dans la langue française. Il y a le fameux « yel » qui est passé dans le dictionnaire Robert, dont on a entendu parler, mais vous voyez apparaître aussi, vous allez tous, oui. Je suis convaincue que les gens l'ont entendu. Beaucoup, oui, ils l'entendent à l'émission ici, je l'utilise. Bon, c'est le. Alors ça, c'est des nouveaux noms, dans le fond, qui sont des contractions, plutôt que de dire celui et celle, on va dire celle ou seuse, OK? Ou on peut dire aussi celui. Donc ça, c'est des mots qui ne sont pas officiellement dans le dictionnaire, mais qui sont utilisés dans la langue française et que de plus en plus les universités aussi acceptent, reconnaissent. Okay? Oui, puis il y a des mots aussi, je pensais, parce que moi je suis beaucoup dans la littérature, on dit auteur, autrice, les Français ont bien de la misère avec ça aussi. Et moi j'utilise maintenant, on utilisait auteurice pour les personnes non-binaires, mais on utilise aussi auteur, qui est une autre façon de faire. Et tu pourrais utiliser seulement auteur ou auteuriste parce que ces mots-là, c'est des contractions. Tout à fait. C'est des néologismes qui comprennent tout le monde. Okay? Ouais. Donc, voilà. Et l'autre chose aussi qu'on peut faire pour la féminisation, c'est que maintenant, on n'est plus obligé de faire le masculin l'emporte sur le féminin. Des fois, on va utiliser la majorité. Oui. Comme par exemple, dans les textes, même dans le journal, on va souvent dire les infirmières. Parce qu'on sait que c'est majoritairement des femmes qui font ce métier-là et c'est socialement accepté de le faire. OK? Donc, comme on va utiliser plus souvent les agresseurs, on sait qu'il y a des femmes agresseurs, mais c'est plus souvent des hommes, OK, dans les statistiques. Donc, ça, c'est une autre façon qu'on peut faire. On peut aussi utiliser l'accord de proximité. Alors, on va dire, par exemple, mon oncle et ma tante sont allés et eux, parce qu'on va conjuguer avec ce qui était le plus proche dans la phrase. Oui. OK? C'est une autre façon de faire. Donc, ça, c'est pour la féminisation. Mais là, si on parle de l'écriture inclusive non binaire, qu'est-ce qu'on fait? Bon, fait que ça, encore là, on a toute une panoplie de nouveaux vocabulaires qui s'offrent à nous que la langue française va intégrer progressivement. Hein. Rome ne s'est pas construite en un jour. C'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure. Donc, on peut utiliser, il y a des nouveaux pronoms qu'on peut utiliser, personnels, des noms, des déterminants, etc. Comme par exemple, on peut dire, pour dire, au lieu de dire mon oncle, ma tante, hein, là, on peut devenir mêlé si mon oncle, ma tante est une personne non binaire. Que va-t-on dire? Alors, on pourrait dire, par exemple, Mahon, ton oncle. Alors, Mahon, qui est une contraction de mon ma,
et toncle, qui est une contraction de tante et oncle. OK? Donc, ça, c'est des mots qui sont utilisés. Pour amis, donc je veux parler de mes amis, je peux dire mes amix. Donc, le X, on va le voir beaucoup de plus en plus en soirée, donc femmes entre femmes. On va mettre FXMME, donc ça inclut aussi les personnes non-binaires, les personnes trans, les personnes à genre, les personnes... Ce X-là, dans le fond, va amener toute cette diversité sexuelle-là et de genre. Bon, ben là, comment on doit, parce que là, avec tout ce qu'on doit apprendre, puis là, je dis pas ça d'une façon bête, mais c'est sûr qu'il faut apprendre beaucoup de choses pour les personnes qui ont, parce qu'on a vécu le paternalisme et le colonialisme depuis très longtemps. Alors, comment on doit réagir quand on se rend compte, ah non, j'ai mégenré quelqu'un? Bon, alors, tu sais, il faut se le dire, la langue française est particulièrement complexe. Les personnes non-binaires ou trans ou autres le savent, OK? Donc, moi, pour avoir jasé, là, moi, je suis pas une experte en passant, mais je suis impliquée dans ma communauté comme toi, puis on entend parler les gens. Ce que les gens disent, là, il y a deux choses que les personnes non-binaires, moi, me disent qu'ils n'aiment pas. C'est de se faire mégenrer volontairement, hein, ça, c'est évident. Donc, il y a des gens qui font exprès, puis ça, c'est évidemment à proscrire. Puis quand les gens se trompent, ça va. Souvent, là, c'est juste de dire, moi, ce que je fais, c'est que je l'annonce. Hein, je dis, écoute, c'est quoi ton pronom, tout ça. Quand une personne non-binaire, je dis, écoute, moi, ça arrive que je fais des erreurs, c'est vraiment pas volontaire, je ne sais pas de me le dire. OK? S'il y a des nouveaux mots que je peux apprendre. Sinon, quand on se trompe, parce que ça arrive, puis qu'il y a un malaise, ben, le mieux, c'est vraiment juste de s'excuser, de dire, ah, je me suis trompée. C'est quoi le mot que tu utilises? Puis, ce qui est important, c'est de ne pas se fondre en excuses et en malaise. Parce qu'il faut penser que les personnes non-binaires, des fois, ils parlent à beaucoup de gens dans une journée, puis si chaque personne se fond en malaise, comprenez-vous que là, ils portent notre propre malaise et que ça occupe beaucoup de temps qui n'est pas nécessaire dans une conversation. Donc, on s'excuse, on passe à autre chose et on apprend. Marie-Claude, on n'aura pas le temps d'aller à la prochaine question. Il faudrait y revenir le mois prochain. Il faut garder ça en tête. On doit terminer ici. C'était Marie-Claude Johannis. Merci beaucoup, Marie-Claude, et la chronique en toute fluidité. Avec grand plaisir, au revoir. Ah, c'est donc beau. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'où ça vient. Ça s'appelle The Wings de Gustavo Santaolalla. C'est la musique de Brokeback Mountain. Ben oui, hein, une émission comme la nôtre, on trouve de belles chansons comme ça. Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heureciel@outlook.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram @dmchabot-auteur.
bien, merci à nos invités. Donc, d'abord, Pascal Vaillancourt, directeur général d'Interligne, Julie Antoine, directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec, Jennifer Macaronet, qui est candidate libérale et députée sortante dans Westmount-Saint-Louis, Phoebe Laplante, candidate péquiste dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, et merci à notre collaboratrice qui va nous revenir une fois par mois, Marie-Claude Joannis, pour sa chronique En toute fluidité. La semaine prochaine, on devrait recevoir Chantal Rouleau, députée sortante et candidate de la coalition Avenir Québec dans Pointe-aux-Trembles dans la région de Montréal. Et on parlera aussi de musique à la chronique musique avec Donald Bilodeau. Merci à la belle équipe qui travaille avec nous, France Dauphin à la recherche, Maurice Bolduc à la régie et à la mise en onde, Gerly Ormelet qui s'occupe des réseaux sociaux à Canal M, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion à Canal M, et Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vue et Voix et Canal M. Je m'appelle Denis Martin, chapeau. À la semaine prochaine.